messieurs, bonsoir et merci d'être au rendez-vous de La Totale, le magazine d'information de la rédaction d'ITV. Voici le sommaire de ce numéro du dimanche 19 septembre 2021. On commence par Confraternel. Le dossier Confraternel de la semaine se penche sur les passeports diplomatiques. À quoi servent-ils? À qui sont-ils délivrés? Leur trafic peut-il entacher l'image du Sénégal à l'étranger? Le reportage de Mam Abdougué Kassé tentera de répondre à ces questions. Puis nous recevons sur ce plateau Absa Anne, journaliste à Sénéweb, pour en discuter. Ensuite, Point Écho, direction Diourbel, une région propulsée par la deuxième ville du Sénégal. Je veux bien sûr parler de Touba, dont le Magal polarise pendant plusieurs semaines toute l'attention du pays et toutes les activités économiques. Le Baol renoue-t-il avec son passé glorieux? Nous essaierons de répondre à cette question sur le plateau avec Momodou Ndiaye et Tiamo Seidouli, ingénieur agronome et environnementaliste. Ensuite, Ailleurs A nous amène à Touba même. À une semaine du Magal, notre journaliste Omar Khan sera en ligne de la ville sainte pour nous dire comment se prépare la commémoration du 18 Safar. Ensuite, culture générale des hommes politiques, qui sera au cœur de Bouillon Culture. Les politiciens lisent-ils, écrivent-ils des livres? Selon Mamodoussi Albert, la culture générale est absente de la nouvelle classe politique. Boubacar Dia s'est entretenu avec lui. Nous terminerons avec les conseils du chanteur Ahmed Tidjan Khan, qui nous révèle ses secrets pour passer une bonne semaine entre famille, amis et un peu de temps pour soi. Le développement, c'est dans un instant. Le passeport diplomatique a fait la une de la presse cette semaine et pour cause, un trafic présumé de ce titre de voyage impliquerait des élus et des activistes. Notre expert du jour, Manik Ndiaye, pense que ces scandales et la délivrance à outrance de ce titre de voyage pourraient entacher l'image du Sénégal à l'international. Il nous en dit plus dans ce reportage de Mamadou Gueye Kassé. Les scandales qui déchaînent les passions autour des trafics de passeports diplomatiques tiennent tout le pays en haleine. Un sésame qui ne devrait pas être aussi facilement octroyé. Toute une procédure est à suivre à la lettre. Les passeports diplomatiques sont délivrés par le ministère des Affaires étrangères sous la responsabilité du chef de l'État, qui est le chef suprême de la diplomatie. Alors, maintenant, cela doit être contrôlé systématiquement par ce ministère pour qu'il n'y ait pas de truc de ce genre. En ont droit uniquement les profils suivants du point de vue de la loi. Le détenteur suprême du passeport diplomatique, c'est le chef de l'État. Après lui, il y a ses collaborateurs que sont l'ambassadeur chef du protocole, un premier qui va être en permanence avec lui, sa protection rapprochée, et le ministre secrétaire général de la présidence de la République. Après lui, vient le ministre des Affaires étrangères et l'ensemble des diplomates accrédités dans les pays, c'est-à-dire l'ensemble de ce qu'on appelle les ambassadeurs. Après, le secrétaire général du ministère des Affaires étrangères également a droit au passeport diplomatique. Après cela vient l'ensemble des membres du gouvernement. Après cela, l'Assemblée nationale, le président de l'Assemblée nationale, les vice-présidents, les secrétaires élus et le secrétaire général de l'Assemblée nationale sont éligibles au passeport diplomatique. Du fait des nombreux privilèges qu'il offre à son détenteur, le passeport diplomatique occupe le sommet de la hiérarchie des documents administratifs. Sa délivrance est du domaine exclusif du ministère des Affaires étrangères. Aucune autre entité ni personne n'en a la prérogative, renchérit l'administrateur civil de classe exceptionnelle. Le passeport diplomatique est une sorte de carte d'identité attachée à une nation, un État qui le délivre à ses diplomates de carrière d'abord. Les avantages, c'est le fait de pouvoir voyager avec sa famille, voyager avec ses affaires, traverser les frontières terrestres, maritimes ou aériennes sans être soumis aux formalités de la douane. Avec la politisation à outrance de l'administration, le passeport diplomatique a perdu son lustre d'antan. Les trafics en la matière qui défraient la chronique actuellement au Sénégal ne seraient pas des cas isolés. Raison de plus pour les autorités de faire toute la lumière sur cette affaire afin de mettre un terme à ce banditisme au cœur de la République.
c'est quand des gens qui n'ont rien à voir avec la diplomatie d'un pays accèdent à ces passeports diplomatiques pour voyager, forcément, il faudrait craindre des abus. Et c'est le cas actuellement que l'on déplore au Sénégal. Je ne pense pas que le cas de ces députés-là soit un cas isolé, mais cela peut être un ensemble, une filière de trafic sur les passeports diplomatiques. Et alors, du fait que c'est découvert, l'État doit aller jusqu'au bout dans la répression de cet incivisme, de ce type de banditisme qui porte préjudice à son image de marque de l'État et l'image de marque du régime en place. À l'en croire, les trafics de passeports diplomatiques datent de Mathusalem. Ils ont commencé vers la fin de la présidence Senghor et ont pris de l'ampleur sous les autres régimes qui se sont succédés. Merci beaucoup Marc Cassé pour ce reportage et pour en parler plus, nous recevons sur ce plateau Absa Anne, journaliste à Sénéweb. Bonsoir Madame Anne. Bonsoir Garba et bonsoir aux téléspectateurs de ITV. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire tout d'abord sur ces passeports diplomatiques? À quoi servent-ils? Quels privilèges ils octroient à leurs détenteurs? Comme le doyen l'a si bien dit, en fait, les passeports diplomatiques servent à faciliter en fait l'officiel, c'est-à-dire celui qui va représenter un État à l'extérieur, pour qu'il puisse faire sa mission sans contrainte douanière, il l'a bien dit, mais aussi qu'il soit à l'aise, qu'il n'y ait pas de retard dans l'exercice de ses fonctions. Aussi, ça octroie une certaine protection en terre étrangère à nos diplomates. C'est vrai qu'on parle plus de protection, mais ce n'est pas aussi comme on le dit, parce que d'après les recherches que nous avons faites, en fait, les passeports diplomatiques, ça dépend en fait des législations selon le pays. Et nous savons qu'il n'y a pas en fait une législation internationale qui régisse ces passeports diplomatiques-là. C'est pour cela que, certes, lorsqu'on a un passeport diplomatique, on peut passer facilement dans certains pays, mais on a vu récemment que d'autres pays comme les États-Unis commencent à avoir des réticences et ceci est dû justement au trafic qu'on a noté dans les passeports diplomatiques. Et aussi, on n'est pas exempt de poursuites judiciaires lorsque, par exemple, on commet un délit dans un pays étranger, même si on a un passeport diplomatique, la législation selon le pays peut bien poursuivre ces personnes-là. Et comment est-ce qu'on peut en arriver à un cas de figure comme c'est le cas en ce moment où des gens qui ne devraient pas avoir le passeport diplomatique ont un passeport diplomatique? Je vais commencer par dire que le président Macky Sall a voulu bien faire parce qu'on a noté que des personnes qui n'ont même pas de fonction étatique détenaient des passeports diplomatiques. Et on a noté une pagaille, entre guillemets. Justement, c'est pour cela que le président Macky Sall, en arrivant au pouvoir, a voulu bien faire en retirant des passeports diplomatiques à des personnes religieuses. D'ailleurs, ça avait provoqué du bruit. Mais là où le bas blesse, c'est qu'après cela, il y a eu une autre réforme. C'est-à-dire que les parents de députés, les femmes plutôt de députés, avaient le droit à détenir ce passeport diplomatique-là. Maintenant, lorsqu'on sait qu'un garba peut avoir jusqu'à 4 femmes et peut-être 1 an après le mariage divorcé, déclarer qu'il avait une autre femme, ensuite, c'est pour cela que d'ailleurs, même s'ils détiennent la présomption d'innocence, les députés qui sont incriminés aujourd'hui, on dit qu'ils étaient mariés à 14 femmes, donc c'est tout à fait logique parce que nous sommes dans un pays musulman et qu'un musulman a droit à 4 femmes. Maintenant, si c'est des mariages de 1 an, 2 ans, c'est vrai que ça va aller dans tous les sens. Mais quelle peut être la responsabilité du ministère des Affaires étrangères? Car pour que la procédure soit lancée pour l'obtention d'un passeport diplomatique, il y a un document qui vient du ministère des Affaires étrangères. Donc c'est les dossiers qui passent par le ministère. Comment est-ce qu'on peut arriver à une telle pagaille? Avec la réforme du président Macky Sall, l'octroi du passeport diplomatique a été amené plutôt à la présidence au lieu du ministère des Affaires étrangères parce que justement, du temps en 2007
plus tôt, si je ne me trompe, le président Wade avait accusé Niasse, si je ne me trompe, de trafic de passeports diplomatiques. Et on a suivi cet événement-là, on a vu ce qui s'était passé. Maintenant, lorsque le président Macky Sall est arrivé, on a déplacé cela. Et maintenant, c'est au niveau de la présidence qu'on octroie les passeports diplomatiques. Mais comme je vous ai dit tout à l'heure, lorsque les députés ont droit à les femmes plutôt députés ont droit à un passeport diplomatique, le problème est que on peut être aujourd'hui marié à une femme, un an après divorcer d'avec cette femme-là et se marier avec une autre femme. Donc, clairement, en 5 ans, on peut se retrouver avec des personnes qui n'ont pas cette fonction et qui peuvent détenir ce passeport diplomatique-là. Quand j'en venais au ministère des Affaires étrangères, c'était peut-être pour situer les responsabilités. Est-ce que ça veut dire que les responsabilités maintenant sont au niveau de la présidence, au-delà des députés, des activistes qui ont déjà été interpellés dans cette affaire? Moi, c'est mon avis, c'est que seule la présidence peut mettre un terme à tout cela. Parce que il faut revenir, à mon avis, à l'essence même de la réforme du président Macky Sall lorsqu'il est arrivé au pouvoir. Parce que justement, on avait noté cette pagaille-là, excusez-moi du terme, on avait noté cette pagaille-là. C'est pour cela qu'il avait décidé d'apporter une réforme qui pourra un petit peu réguler tout cela. Mais maintenant, il y a eu, après, une autre réforme qui a gâché tout ce début de travail-là. Donc, je pense qu'il faut revenir à l'essence de la réforme. Et pour cela, c'est justement la présidence qui peut le faire. Et je pense que même tous les députés ne sont pas aptes à détenir des passeports diplomatiques. Ça, c'est vous qui le dites. Je pense que c'était dans le sujet. C'était dans le sujet qu'on vient de voir. Oui, effectivement, c'est dans le sujet. Si tous les députés ont pas un passeport diplomatique, vous savez, ça dépend de ce qu'ils vont faire à l'extérieur. Si réellement un député joue un rôle primordial, par exemple à l'extérieur, on a vu les députés au niveau de la CEDEAO qui vont représenter le Sénégal. S'ils ont ce rôle-là, peut-être ils peuvent avoir un passeport diplomatique. Mais maintenant, s'ils ont des passeports diplomatiques et que sur 5 ans, ils ne vont voyager qu'une fois ou 2 fois, je ne vois pas du tout la raison pour qu'ils puissent détenir un passeport diplomatique. Merci beaucoup, Madame Anne, pour ces éclaircissements. C'est moi qui vous remercie. Touba, deuxième ville du Sénégal de par sa démographie, mais est-ce un atout pour la relance économique de la région de Diourbel? Pour en parler, nous sommes rejoints sur ce plateau par M. Momodou Ndiaye et Thierno Seidouli, ingénieur agronome et environnementaliste. Bonsoir, monsieur. Bonsoir. Bonsoir Gabin, bonsoir. Merci de répondre justement à notre invitation. Je sais que l'actualité est assez orientée vers la région de Diourbel et il se trouve également que nous nous consacrions justement à cette région. En raison peut-être aussi du following-up qu'on fait pour le tour du Sénégal, région par région. Eh bien, ça tombe bien parce que la région de Diourbel, ce qui la caractérise, c'est effectivement un foyer religieux intense et dense. Et en cette circonstance, il y a peut-être les préparatifs du Magal. Peut-on dire que le Magal et la ville de Touba condensent un peu une bonne partie de l'activité et du dynamisme économique de la région de Diourbel? Merci M. Ndiaye, merci beaucoup de m'avoir invité à ce plateau. Effectivement, aujourd'hui, on le voit très bien quand le Magal de Touba s'annonce, que c'est beaucoup d'activités qui se créent autour de cet événement. Et ça condense l'ensemble des activités même du pays, je vais dire. Et pour ça, le Magal de Touba est devenu pratiquement ce que la Mecque est devenue pour l'Arabie Saoudite. Donc c'est un afflux des milliers de personnes qui y vont et ça crée une dynamique économique très forte. Alors, c'est vrai qu'il y a l'acte religieux, c'est-à-dire la procession justement des fidèles pour célébrer le retour donc, du fondateur du mouridisme, Jean Bamba, mais viennent s'y greffer maintenant des activités de type économique. Peut-on dire qu'aujourd'hui, avec la multiplication des éditions du Magal, que l'économie typée Magal s'est beaucoup ancrée dans la région, et peut-être même dans le pays? Bien sûr. Aujourd'hui, on peut dire qu'il y a une économie typée Magal de Touba. Parce que avec le Magal de Touba,
vous conviendrez avec moi que ça ne se prépare pas en 2 jours. C'est plusieurs semaines, voire plusieurs mois. Et donc, c'est tous les secteurs de l'économie qui sont en ébranle. Quand on prend le secteur du transport déjà, hein, les flux du transport. Moi, quand j'étais encore tout petit, c'était les trains qui passaient sur l'axe Bambey jusqu'à Touba. Oui. Et autour même des points de rencontre, je veux dire. Hein, parce que vu la position géographique de Diourbel est au centre. Donc c'est Kaolack, c'est Fatick, ensuite c'est un peu Thiès, Louga et autres. Donc partout il y a des points. Et donc c'est beaucoup d'activités économiques, de commerce, hein, et ce que nous appelons le secteur informel qui se crée. Et j'avoue qu'aujourd'hui, il y a plein de personnes qui attendent cette activité pour pouvoir augmenter leurs revenus. Et donc c'est important. Pourquoi la région, compte tenu justement de ses atouts, ne se transforme pas en une région où l'activité économique est permanente et ne pas simplement des occasions comme celle-là? Oui, on pouvait dire que certains pensent que c'est une activité ponctuelle, mais moi je dis que peut-être avec la plupart démographique aujourd'hui de Touba, avec aussi cette forte économie qui est tirée par la consommation, aussi bien des produits de l'élevage que des produits agricoles, mais également le tertiaire et autres. Donc ceci permet aujourd'hui de positionner Touba comme étant la locomotive de l'économie du Baol. Et donc le fait que Touba aujourd'hui se positionne comme étant une locomotive pour l'économie du Baol, c'est toute une activité économique qui se crée, aussi bien au début, pendant et après le Magal. Donc ce qui pourrait arriver, c'est aujourd'hui qu'on reste sur cette dynamique et qu'on ne s'arrête pas juste après la fin du Magal. En quoi faisant? En essayant de voir quelles sont les retombées économiques et quelles ont été toutes les activités qui se passent au niveau Touba pour en créer, pour en faire de façon institutionnelle des infrastructures qui peuvent rester et que ces jeunes travaillent. Je prends l'exemple aujourd'hui de la consommation. Si on parle des bœufs, on n'a pas encore l'autosuffisance en bœufs. Mais cette activité pourrait être créée dans le Mbacké pour permettre à ces jeunes qui sont là-bas d'avoir des projets porteurs pour développer l'élevage aussi bien intensif pour satisfaire le marché pour satisfaire le Magal de Touba. Si on prend l'exemple des produits agricoles, on peut aujourd'hui aller vers la création des fermes agricoles, aussi bien à Bambey que dans le Mbacké ou bien dans le Diourbel, pour satisfaire. Donc c'est des activités qu'on devrait mettre en place qui seront échelonnées dans le temps et ne pas attendre juste cette période de Magal pour faire des afflux importants d'économie, beaucoup d'argent, et après maintenant on arrête. Non, par exemple, si je donne l'exemple des animaux, oui, si aujourd'hui à Diourbel on créait une grande usine qui fait de la production d'aliments de bétail, ça pourrait aider à favoriser déjà cette autosuffisance en bœufs au lieu d'aller au niveau du Mali ou bien en Guinée-Bissau ou bien en Mauritanie, dans les pays riverains pour acheter des bœufs. Donc ce serait des plus-values pour cette jeunesse qui aspire à trouver du travail. C'est ça. Alors, M. Lié, vous êtes un agronome, oui. Donc vous connaissez sans doute peut-être aussi les atouts de la région du point de vue agricole. Il s'est trouvé que la région a eu un passé très glorieux. Hein. Voilà, c'est pas la peine de revenir là-dessus. Mais même au plan économique également, c'est une région où l'arachide a prospéré. Mais après, on a eu effectivement une dégradation de l'arachide, une dégradation des sols, qui ont permis sans doute aux anciens du Baol de migrer justement vers d'autres régions plus clémentes. Ouais. Mais est-ce qu'un retour à l'agriculture prospère dans la région du Diourbel est à envisager? Oui, vous savez, le Baol est dans le bassin arachidier. Et jusqu'à présent, on continue à faire l'arachide, l'agriculture de l'arachide qui est là-bas, mais également les céréales. Maintenant, ce qu'il faut faire, c'est essayer de redynamiser ce secteur agricole. Vous savez, moi je dis toujours que la région de Diourbel a un atout. Il y a l'Institut de recherche agricole, le CNRA de Bambey. Alors, moi je suis né au CNRA de Bambey, donc pour votre information. Il y a l'Université de Bambey, Alioune Diop.
il y a l'ISFAR, l'ex-NCR de Bambey, et ça, c'est des atouts. Et prochainement, il y a l'université Cheikh Ahmadou Bamba de Touba. Oui. Et là aussi, pour passer certaines informations, je connais qu'il y aura des filières sur les peaux et cuir, et c'est important. Tout à fait. Pour revenir à la question agricole, aujourd'hui, les sols sont fatigués, sont pauvres, donc c'est le support de l'agriculture. Qu'est-ce qu'il faut? Un abondement. Oui, il faut mettre suffisamment de l'engrais pour les campagnes. Mais est-ce que le fait de mettre suffisamment d'engrais chaque année est rentable? Est-ce qu'on ne devrait pas chercher d'autres techniques beaucoup plus adaptées, telles que, par exemple, à Touba, par exemple, il y a, après le Magal, c'est des tonnes et des tonnes de déchets. Oui. Oui. Mais il faut les recycler. Mais également, les déchets biodégradables, il faut en faire de l'engrais pour les parcelles. C'est ça. Donc ça, c'est un peu l'économie circulaire qu'il faut réinventer au niveau du Baol. Également aussi, l'autre aspect, c'est qu'il n'y a plus de cours d'eau dans le Baol. N'est-ce pas? Il y a un assèchement. Il y a un assèchement depuis les années de sécheresse. Aujourd'hui, il n'y a pas de mare dans le Baol. Il y avait la vallée du Sine. En 1978, derrière les eaux et forêts de Diourbel, c'était des mares. N'est-ce pas? Mais maintenant, il n'y en a plus. Mais ce qu'il faut faire aujourd'hui, c'est d'exploiter l'eau souterraine. Il y a plusieurs nappes au niveau de Diourbel. Donc, il faut exploiter ces eaux. Alors, le vieux projet sous le régime du président Abdou Diouf, c'était donc revitaliser les vallées fossiles. fossiles. Maintenant, est-ce que c'est possible de le refaire? Bon, ça, c'est politique. Mais ce que je sais aujourd'hui, c'est que parce que au niveau de la région de Diourbel, donc à partir de 44 mètres jusqu'à 365 mètres, on peut trouver de l'eau qui peut servir à l'agriculture. Donc il faut des forages, et autour des forages, il y a une dynamique économique forte, avec du maraîchage, et alimenter les louments, alimenter aussi des grands événements. Par exemple, si on prend l'exemple de Bambey, avec la nouvelle route Bambey, Baba Garage, Mekhe, Bambey peut se positionner comme étant un pôle économique événementiel. Parce que tout ce qu'on va produire dans le domaine agricole pourra transiter par ça pour aller même dans les autres villes religieuses, à Tivaouane et autres à Mekhe. Les peaux et cuir peuvent transiter par Bambey pour aller à Ngaï Mekhe. Donc vous voyez, donc c'est des activités qui vont se créer. Mais là, il faut une très bonne politique aujourd'hui qui va permettre un peu d'améliorer l'agriculture, de renforcer le secteur agricole, mais également de mettre en place un programme de développement de l'élevage. Ça, c'est important. Alors, quelles sont les forces d'impulsion de cette Les forces d'impulsion, déjà, oui. c'est d'abord qu'aujourd'hui, Diourbel est la deuxième ville du Sénégal en termes de population. Non, Touba. De Touba, oui. Oui. Touba en termes de population. Oui. Et ça, c'est important. Donc, il y a une très forte demande en consommation. Donc, tout ce que vous allez produire sera consommé. Mais également, il y a l'électricité. Le président de la République a dit justement parlant de l'électricité qu'il y a 85 MW qui sont consommés justement aujourd'hui. Quand on consomme cette quantité d'énergie aujourd'hui à Touba, normalement, on devrait mettre en place des infrastructures qui pourraient après favoriser un développement, l'essor économique de Touba. Et ne pas s'arrêter juste à une consommation pendant les événements et après on paye les factures. Moi, je pense qu'il faut allumer les deux, soit mettre en place un système de solaire qui va permettre, après avoir travaillé sur l'exor de l'eau, mettre en place des fermes agricoles qui vont faire du maraîchage, qui vont faire de la production, l'élevage à côté, et ne pas oublier l'artisanat. Parce que la poterie marche très bien, l'artisanat marche très bien. Donc il y a l'artisanat, il y a l'élevage, il y a l'agriculture, qui aujourd'hui, si on s'adosse sur ça, on pourra continuer à faire de la région de Diourbel, tirée par Touba, vraiment ce que Diourbel était avant, quand on faisait des milliers de tonnes d'arachide. Voilà. Alors vous parliez donc des forces de Touba et peut-être aussi des atouts de la région donc de Diourbel. Mais si maintenant on s'appesantisait un peu sur les faiblesses de la région, quelles sont-elles? Oui, les faiblesses, c'est aujourd'hui que pratiquement on dépend plus de la diaspora. Donc ça en termes de revenus et de pouvoir d'achat. En termes de revenus et de pouvoir d'achat. Oui. Parce que vous conviendrez avec moi qu'il y a beaucoup de Baol comme moi qui sont en dehors de Diourbel. Et à Touba, il y a presque beaucoup d'immigrés qui reviennent à Touba. Donc il faut créer une économie qui
pourrait, par exemple, cet argent que la diaspora va envoyer, qu'on le réinvestisse dans des activités génératrices de revenus, qu'on ne l'utilise pas pour une simple consommation, ou bien le paiement juste d'une facture d'eau ou bien d'une facture d'électricité. On ne peut pas s'en sortir. Il faut aujourd'hui que cet argent puisse servir à Touba, mais également à tout ce qui est la région de Diourbel, pour asseoir des industries, des petites unités de développement, d'activités qui permettront à ces jeunes et à ces femmes de travailler 24 heures sur 24, 12 mois sur 12 pour alimenter la dépense quotidienne. Alors, la ville, elle grandit, la ville de Touba grandit, Diourbel aussi, Mbacké pareil, Bambey aussi. Mais est-ce que les activités de type urbain sont notées et observables justement dans ces grandes... Bon, vous savez, ce qui est déplorable au niveau de la région de Diourbel, c'est que c'est un paradoxe. Hein. Par exemple, moi, je vois une seule usine. Hein, la SCIB, l'ancienne SCIB qui est devenue la Sonacos. Mais aujourd'hui, quel est, par exemple, qu'est-ce que la Sonacos rapporte réellement à la population de Diourbel? Parce que si c'était la SCIB, quand on était jeune, il y avait la grande cité ouvrière de la SCIB, il y avait plein d'activités. C'est pourquoi moi je préconise quand même, je ne dirais pas la place de la Sonacos, parce que je ne suis pas dans le secret des dieux, mais au moins de mettre en place à Diourbel une très grande usine de production d'aliments de bétail et de volailles. Ça peut engager beaucoup d'activités pour la jeunesse. Et il y aura un peu des grossistes et des revendeurs. Donc l'élevage sera développé aussi bien pour les peu ici pour les plus chers, parce que on consomme tout cela. Donc c'est ça qui peut tirer aujourd'hui en dehors de tout ça, c'est ça qui peut aider la commune, enfin Diourbel, Bambey et Mbacké à suivre. Sinon on aura au sein de Diourbel, au sein de la région de Diourbel, une ville comme Touba très développée et les autres seront des satellites. Et ça, c'est pas bon pour le développement. Il faut qu'on diversifie un peu toutes ces activités en créant des unités de transformation et d'autres à Bambey, à Mbacké, et même dans certaines communes. Dans certaines communes. Et là, il y a l'agropole centre qui sera mis en place. Il y aura des modules en Dangalma, il y aura aussi un truc à Touba et autres. Donc ça, c'est de bonnes perspectives qui vont venir pour la région de Diourbel. Il s'agira sans doute de moduler un peu, peut-être pour satisfaire d'abord la demande, mais en même temps aussi, il faut que l'offre elle-même soit bien affinée. Autrement dit, il faut qu'il y ait une implantation d'usines de transformation pour répondre aux besoins justement des populations. Mais il ne s'agit pas simplement toujours que de voir une externalisation des activités de façon à satisfaire les besoins justement de la consommation. Ça donne une idée de l'économie extravertie de Diourbel, je veux dire de la région de Diourbel. Il est temps peut-être d'implanter de petites unités de transformation. Par exemple, si on prend le cas simplement de Touba, il y a de la viande, il y a du riz, il y a beaucoup de condiments qui, après Touba, sont déversés, vous l'avez dit, parce que c'est déchet. Mais il peut y avoir peut-être des petites unités de transformation pour capter un peu, n'est-ce pas, tous ces éléments qui peuvent à la limite être voués maintenant au déversoir, alors que peut-être quelques industries de transformation pourraient les recycler et permettre à la population d'en disposer de façon permanente. Un mois, 2 mois, 3 mois après même le Magal, la réfrigération des frigos qui pourraient conserver la viande, ou bien peut-être les boissons qui arrivent. Mais plus que tout ça, c'est maintenant, il faut qu'une offre locale, n'est-ce pas, soit produite pour permettre, n'est-ce pas, aux populations de pouvoir se ravitailler et s'approvisionner plus facilement. Effectivement. Parce qu'en fait, quand on voit la quantité de nourriture qui entre pendant les fêtes religieuses, le Magal de Touba, qui toujours, moi je dis que c'est la Mecque, c'est ce que la Mecque est pour l'Arabie Saoudite. Il faut le reconnaître. Mais vous n'avez pas tort, parce que le professeur Souleymane Assoudiagne, donc de l'université de Bambey, dans une étude remarquable a dit qu'en vérité, le Magal de Touba peut avoir son équivalent comme, disons, le Vatican, ou bien la Mecque, ou bien peut-être même la Coupe du Monde. Parce qu'aujourd'hui, quand on prend l'exemple, c'est devenu le tourisme religieux. Quoi qu'on dise, très bien, c'est un autre atout d'ailleurs. Le tourisme religieux. Aujourd'hui, Diourbel peut se positionner comme étant la zone du tourisme religieux, mais également qu'on puisse mettre en place des infrastructures, des hôtels adaptés à la culture du mouridisme. Parce qu'en fait, les hôtels qu'on va mettre à Touba, ou bien à Diourbel, ne seront pas les mêmes hôtels qu'on va mettre, par exemple... donc il faut qu'aujourd'hui, qu'on capte cette chance qu'on a pour Touba, qui est
qui est devenu ce que nous disons toujours, ce que la Mecque est devenue pour l'Arabie Saoudite, avec toutes des milliers de personnes qui arrivent, un pôle d'attraction, mais également ces gens ont besoin de dormir, ont besoin de lire leur chassaïd, de lire le Coran, de se recueillir, et de visiter donc des sites également cultuels. Ils ont besoin d'être dans des hôtels où vraiment c'est un type. Quand vous entrez là-bas, c'est comme si vous êtes dans l'environnement du mouridisme. Également, l'accoutrement. Moi, je pense que nos tailleurs aussi, nos stylistes, doivent aller dans ce sens. Quand vous allez à la Mecque, quand vous allez au Vatican, il y a une manière de se porter. En Arabie Saoudite, par exemple, vous ne pouvez pas porter ça pour aller à la Mecque, faire votre Hajj. Donc à Touba aussi, il y a le baylat, par exemple. Nos tailleurs, nos stylistes peuvent se positionner pour offrir plus de 1 million de... Enfin, je ne sais pas les chiffres, des gens qui vont à Touba, mais c'est des milliers et des milliers de personnes. Imaginez quand chaque personne achète, par exemple, un baylat, c'est que ça va rapporter pour nos tailleurs, nos stylistes, et ça va continuer à créer les Ndiakhas, par exemple. Donc tout ça, c'est des activités, des styles qu'on devrait mettre en place pour permettre à la population qui va là-bas, de trouver autour des trucs pour ramener à la famille, ainsi de suite. C'est important. Il y a un aspect qui n'est pas peut-être évoqué, mais bon, on va y aller très rapidement, c'est l'aspect influence qui est peut-être qui relève d'un ordre matériel. Le mouridisme se diffuse aujourd'hui à l'échelle mondiale, mais ça peut être également une sorte d'influence pour d'abord l'esprit sénégalais, mais en même temps aussi peut-être pour valoriser sans doute le culte du mouridisme avec toutes ces invariantes, n'est-ce pas, la valeur travail, la valeur attachement au terroir, mais en même temps aussi attachement à la ville Touba, qui symbolise sans doute peut-être ce que la Mecque symbolise pour les musulmans. Pour les musulmans. Vous savez, par exemple, quand vous sortez du Sénégal et que vous allez dans des pays comme le Canada, il y a ce qu'on appelle les Khassidadei. Les Khassidadei se font dans les universités de l'UQAM, par exemple. Dans les grandes universités, on prend des jeux et on fait des Khassidadei. Mais quand vous retrouvez les Sénégalais qui sont là-bas, vous ne pouvez pas dire que tel est de tel confrérie ou tel confrérie. Mais c'est les Sénégalais qui se reconnaissent au mouridisme. Parce que c'est quoi? Parce que c'est une valeur. C'est le travail. C'est vraiment beaucoup de valeurs que nous avons pour que aujourd'hui ces gens qui nous voient de l'extérieur, par exemple, sachent qu'on a une identité. Une identité qui nous est propre, qu'on n'a pas emprunté ailleurs. C'est un trait culturel. Un trait culturel. Quand vous allez au Khassidadei, vous portez votre Ndiakhas et vous vous différenciez, par exemple, des autres Africains qui n'ont pas. Et ils sont curieux à savoir, à venir voir, c'est quoi le mouridisme, et vous les expliquez. Donc c'est important pour nous aujourd'hui d'avoir cette identité parce qu'on est. Tout à fait. Parce que ça nous donne une... revenons toujours justement sur cet aspect d'influence, parce que c'est très important de comprendre qu'en doute, maintenant, il y a une diffusion mondiale, peut-être du savoir-faire sénégalais, mais même aussi du savoir-être, du comportement. Mais je crois que ce sont des choses à préserver, ne serait-ce que peut-être dans ce monde qui est peut-être frappé de crise identitaire. De valeurs, tout ça. Moi, je pense quand même on doit retourner à ces valeurs du mouridisme qui parlent de valeurs de travail, de l'islam, de croyance, tout ça. Donc si on est sur cette voie, je pense que quand même on pourra vraiment se développer. Parce que quand on parle de ñàkk njëriñu liggéey, tout ça, vous comprenez ce que ça veut dire en termes de philosophie pour cette jeunesse. Je pense qu'on doit faire des retours vers maintenant ces hommes qui ont tant donné à toute l'humanité pour comprendre que nous avons nos valeurs et que nous ne devons pas copier n'importe quoi, et avoir des références. Je pense que le Saint-Homme, Cheikh Ahmadou Bamba, est une référence pour toute l'humanité. C'est ça. Alors, il n'a pas échappé à tous ceux qui ont emprunté une fois, deux fois, plusieurs fois, peut-être la route d'Ila Touba, de s'apercevoir qu'il y a beaucoup de villages maintenant qui reviennent, qui renaissent. D'abord parce qu'il y a peut-être un engouement économique, il y a un retour peut-être des habitants, et il y a à la limite même peut-être une sorte d'embellie économique et agricole. Ça relève effectivement de l'impact donc de cette tracée de l'autoroute péage sur ces environnements immédiats. Mais l'idée maintenant,
et ça je vous interpelle là-dessus, est-ce que tout ce qui se développe autour de la région de Diourbel est une partie structurante de l'économie nationale? Bon, une partie structurante de l'économie nationale, vous savez, ce qui se développe autour de ces aspects, c'est plus aujourd'hui un truc de l'informel, hein, il faut le dire, parce que c'est des activités de petits commerces qui se créent autour des points de, comme vous le dites, à Ila Touba, partout où les gens passent, c'est pratiquement, vous voyez, des villages qui reviennent au bord de la route. Et ça, ça permet quand même de recréer l'économie qui jadis y était, mais après quelques années avait disparu. Mais ce qu'il faut aujourd'hui, c'est d'abord trouver des institutions qui formalisent tout cela, aussi bien pour Touba, pour tous ces aspects, et avoir un système de planification qui peut donner sens à toutes ces activités. Parce qu'au niveau étatique, il faut vraiment qu'il y ait des institutions qui s'occupent effectivement de ça, pour voir quel est l'impact de tous ces et comment le relier à ce que nous avons comme économie. Quand je parle d'économie structurante, c'est que quand on prend l'Est, l'ouest du pays, le nord, le centre, d'ailleurs Touba est presque devenu aujourd'hui le centre, voilà, en raison effectivement de la prospérité d'abord de la ville, mais en même temps aussi de l'agrégat démographique de construire aujourd'hui la ville. Mais il peut arriver que pendant le Magal, que certaines régions connaissent quelques pénuries, parce que tous les produits ont été orientés justement vers... Bien sûr, bien sûr. Par exemple, pendant le Magal de Touba... Pendant le Magal de Touba, par exemple, aujourd'hui vous allez dans certaines villes. Pour trouver des charretiers, c'est pas facile. Charretiers? Oui. Tous les charretiers sont Tous les charretiers sont à Touba. C'est la traite, quoi. Oui, c'est le traite. Oui. Parce que c'est eux qui transportent les marchandises parfois dans les quartiers, c'est eux qui transportent le bois mort pour bois de feu, et également tout ce qui est consommation pratiquement est ramené dans cette grande ville. Et ça peut quelque part desservir certaines villes, hein, pour ne pas dire des manques après le grand manque. Mais je pense que quand même l'État du Sénégal peut-être est suffisamment informé de ça, et averti pour équilibrer, pour qu'il n'y ait pas ce dysfonctionnement. Mais je pense que déjà que le fait que c'est des milliers de personnes qui y vont, donc il faut les nourrir, il faut qu'ils boivent tout ça, donc forcément ça peut créer des dysfonctionnements dans certaines Alors, peut-être en une minute... sur le journal. Oui, est-ce que vous pouvez peut-être brosser un petit profil de la région de Diourbel dans les 5 ou 10 années à venir? Bon, moi, Diourbel, je vois Diourbel comme étant maintenant le fait que Touba en termes de population, le schéma est clair, hein? Oui. Touba restera toujours la locomotive de la région. Et maintenant, à partir de cela, il faut qu'au niveau des autres départements, par exemple Diourbel et Bambey, qu'on mette en place des unités qui pourront permettre, comme on le dit, de travailler tout ce qui est après Magal. C'est ça. Et favoriser maintenant la création d'emplois, mais également qu'il y ait une synergie entre les différentes institutions, l'université, les centres de recherche et vraiment l'université de Touba, qui pour après permettre dans les 5 prochaines années qui vont venir, travailler sur un programme de développement agricole. Je sais qu'un programme de développement agricole, un programme de développement pour l'élevage, et même renforcer le secteur du tourisme religieux. Et là, je pense qu'on est sur la bonne voie et les perspectives sont bonnes. Merci beaucoup, M. Thierno Seydouli. Je rappelle que vous êtes ingénieur agronome et environnementaliste. C'est maintenant l'heure du journal et nous passons l'antenne à Oussama Mounik Sagna. Nous allons directement à Touba rejoindre notre journaliste sur place, Omar Khan, qui à une semaine du Magal est en ligne pour nous parler des préparations de la commémoration du 18 Safar. Bonsoir Omar Khan. Quelle est l'ambiance à Touba en ce moment, à une semaine du Grand Magal?
Eh bien, Mustapha, il faut vraiment s'approcher. Il suffit juste de s'approcher de la ville sainte pour vraiment se rendre compte qu'il y a un événement, un grand événement qui se prépare ici. Parce on entend le bruit vraiment de loin et on sait vraiment qu'il y a un événement qui se prépare. Et dès qu'on entre dans la ville, il faut voir les gens s'affairer autour des préparatifs. On est en train de repeindre les maisons, les mosquées sont en train de subir un dernier coup de balai. On est en train de repeindre, d'acheter des nouveaux meubles pour les maisons et bien sûr pour accueillir les talibés pour ce grand événement religieux. Et comment est vue la visite hier du chef de l'État Macky Sall sur place pour notamment inaugurer l'hôpital de Touba? Exactement, donc nous avons interrogé quelques mourides, donc quelques habitants de la ville sainte pour leur demander qu'est-ce qu'ils pensent de cet accueil et que la venue du président de la République. Eh bien, il faut se rendre compte quand même que c'est de coutume que le président de la République vienne à chaque fois à l'approche du grand événement. Mais la particularité de cette année, c'est qu'il a inauguré un hôpital d'une grande dimension et les populations de Touba sont visiblement très satisfaites d'accueillir cet hôpital de haut niveau. Et quel est le dispositif sur place pour faire part à l'afflux de pèlerins qui est à venir pour cette semaine? Oui, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, donc les maisons, les populations sont en train donc de préparer les lieux, les résidences sont en train d'être nettoyées, exactement, et les populations, il y a déjà certains qui ont déjà commencé à affluer vers la ville sainte, mais certainement dans la semaine, à partir de demain, il y aura beaucoup plus de monde qui vont allier la ville sainte. Mais j'aimerais juste souligner exactement qu'il faut aussi, on a remarqué que les rues, les quartiers sont un peu inondés. Il y a des ruissellements d'eau qui méritent vraiment d'être évacués. Sinon, ça peut impacter carrément sur le grand événement. Les gens ne pourront pas emprunter certaines artères pour rallier la grande mosquée parce que les rues sont pleines d'eau. Est-ce que vous avez peut-être pu voir une innovation ou quelque chose de nouveau cette année pour la célébration du 18 Safar? Oui, certainement, parce que cette année, bien sûr, l'enseignement aura, avec l'université Cheikh Al-Khadim, donc l'enseignement aura une grande place cette année sur le programme du Magal. Merci beaucoup Omar pour ces... On continue avec Bouillon Culture qui aujourd'hui parle de la culture générale des hommes politiques. Les politiciens lisent-ils, écrivent-ils des livres? Selon Mamadou Sy Albert, la culture générale est presque absente de la nouvelle classe politique. Il s'est entretenu avec Boubacar Dia, écoutons-le. Dans l'écriture, soit en langue nationale ou en français, ils n'écrivent pas. C'est vrai qu'il faut relativiser. On a eu peut-être une affaire de génération. La génération des Senghor, donc la génération des indépendances, c'est des gens qui étaient des hommes de livres, qui écrivaient, certains traduisaient leurs écrits, personnalités comme Senghor, comme Mamadou Dia, comme Abdoulaye Wade. Ablaïli, c'est une génération qui écrivait beaucoup, Maintenant, après les indépendances, si vous prenez le départ de Senghor comme deuxième repère, par exemple, le président Diouf, il est resté 20 ans au pouvoir. Il n'a pas vraiment écrit sur son expérience de gouvernance. C'est à la fin de son régime qu'il a fait un livre mémoire. Donc en général, c'est les mémoires que les hommes politiques utilisent comme support, en tout cas comme livre généralement. Maintenant, après cette génération, là actuellement, quand même depuis 20 ans, on sent que les hommes politiques écrivent des livres. Il y a toute une génération, tous les chefs de parti sortent depuis quelques années au moins un livre. Donc ça veut dire que les hommes politiques écrivent. Maintenant, si vous creusez, c'est pas vraiment des hommes de culture. C'est des livres consacrés plutôt à des scandales politiques ou consacrés à des questions précises. Il n'y a pas vraiment l'expression d'une culture correspondante à la génération des indépendances. La culture générale, elle est absente. Bon, je dirais même que il y a une pauvreté culturelle ambiante au niveau de la classe politique. L'Assemblée nationale est le reflet fidèle
de l'affaiblissement culturel de la classe. Bonsoir Boubacar. Alors Boubacar, les hommes politiques écrivent, mais ils écrivent sur quoi? Oui, effectivement, ils écrivent, comme l'a dit Mamadou Sy Albert, qui est analyste politique, mais ils écrivent surtout pour parler de problèmes qui les concernent pour la plupart du temps. Vous voyez avec Ousmane Sonko, il a écrit son livre là, Pétrole et gaz au Sénégal, chronique d'une spoliation. Donc là-dessus, il parle du pétrole et du gaz, mais aussi de ses ambitions un peu. Mais il y a aussi de l'autre côté Thierno Alassane Sall qui a aussi sorti un livre qui parle à peu près de la même chose, mais aussi de son vécu en tant que ministre du pétrole du Sénégal. Donc ce sont des écrits qui sont là, mais qui ne sont pas des écrits pour la culture générale de la population sénégalaise, mais des écrits qui parlent de leur vécu. Et quand ça parle de leur vécu, l'impact qu'ils voudraient que ça ait, donc n'aura pas lieu. Donc ce ne sont pas des livres de culture générale comme Mamadou Sy l'a dit tantôt. On voit souvent dans beaucoup de pays des candidats peut-être à la présidentielle ou à des élections en tout cas, qui écrivent des livres avec leurs pensées politiques. Est-ce que ça manque un peu au Sénégal d'avoir ces livres qui sont des pensées, des écoles de pensée? Énormément, je vais dire énormément, parce que le livre rouge, vous le connaissez bien. Donc ce livre-là, bon, c'est le Parti communiste. Donc vous lisez ce livre-là, vous savez ce que c'est que le communisme, là où ils veulent aller. Vous venez au Sénégal, est-ce qu'il y en a de ces livres-là qui parlent des lignes directrices de nos partis politiques ou bien de nos leaders? Ils écrivent des livres. Chaque chef de parti essaie d'écrire un livre, mais ce n'est pas un livre qui essaie de montrer la voie qu'il veut suivre une fois qu'il sera à la tête du pays, une fois qu'il sera président de la République. Ce ne sont pas des livres qui nous aident à savoir ce qu'ils veulent faire de nous ou bien ce qu'ils attendent de nous, mais c'est des livres qui parlent d'autres choses, pas comme les livres rouges qu'on a connus et qui ont beaucoup aidé leur pays. Donc vous pensez que peut-être ce genre de livre pourrait permettre qu'il y ait une politique moins partisane et peut-être plus basée sur les idéaux et peut-être même engranger un renouvellement de la classe politique? Oui, c'est ce dont on a besoin, de livres qui nous aident à changer nos idéaux, de livres qui nous aident à avancer, mais pas de ce qu'on voit actuellement. Depuis Senghor ou bien même Abdou Diouf, on ne voit plus ce genre d'écrits-là. La classe politique sénégalaise, je suis navré de le dire, actuellement, ce qu'ils font, c'est plus dans la parole. C'est plus dans la parole, ils attendent que le président de la République dise quelque chose, ils sortent pour répliquer. Donc je ne parle pas uniquement de l'opposition, mais vous parlez de l'opposition, nous n'avons pas une opposition qui propose, mais une opposition qui ne fait que s'opposer. Et s'opposer, ce n'est pas uniquement dire le contraire de ce que celui qui est au pouvoir dit, mais aussi proposer. Et ces propositions-là peuvent venir de ces livres qu'ils écrivent pour nous montrer la voie qu'ils veulent suivre. Merci beaucoup Boubacar. Je vous en prie, Gabar. On termine ce numéro de la Totale avec les conseils du chanteur Ahmed Tidiane Kane qui aujourd'hui nous parle de ses secrets pour passer une bonne semaine. En plus de passer du temps avec sa famille et ses amis, il aime garder du temps pour lui-même. On l'écoute. Bon, moi, ma technique pour préparer la semaine, elle est très simple. Tout d'abord, les samedis, j'essaie de me retrouver avec mes amis. Surtout que j'ai des amis très bons. On essaie d'organiser des matchs pour oublier certaines choses, voilà. Et puis les dimanches, moi j'essaie de me retrouver seul dans mon coin pour essayer de penser à beaucoup de choses, surtout aux choses que j'ai faites dans la semaine. Parce qu'il faut tout le temps se dire que voilà, peut-être que j'ai réussi certaines choses dans la semaine, peut-être que j'ai échoué, et il faut essayer de faire le bilan de la semaine. Libérez votre esprit, tout en essayant de vous trouver un moyen, c'est-à-dire des loisirs, etc., soit jouer au foot, soit essayer d'aller voir certains amis, comme je l'ai dit tantôt. Mais aussi, il faut aussi, si vous êtes élève ou si vous êtes étudiant, peu importe, il faut aussi trouver un moment où vous devez réviser. Vous devez essayer, voilà, de préparer la semaine. Bon, moi, c'est ma technique. Donc, je vous souhaite une bonne semaine. C'est la fin de ce numéro de la Totale. Merci d'avoir suivi nos programmes et on se voit la semaine prochaine. Merci beaucoup.